Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Campus Chanel. C'est parti pour 45 minutes d'oral avec une grande école. Et aujourd'hui, c'est un spécial parents. Donc si vous avez des questions sur le choix d'études de vos enfants étudiants, eh bien nos intervenants y répondront et ils vont y apporter des réponses. Avec nous aujourd'hui, Audencia pour parler de son programme Bachelor, de ses programmes Bachelor. J'accueille donc Marc Gibia, directeur des programmes Bachelor, et Marika Garel, directrice du Bachelor in Management. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, bonsoir. Bonjour Ève, Merci. merci. Merci d'être avec nous tous les deux. On va passer aux questions, mais avant, le traditionnel pitch. Marc, c'est à vous. Dès que le chrono est lancé, vous pouvez y aller. Audencia Bachelor in Management, c'est un véritable stimulateur de maturité, exigeant et bienveillant. Nous accueillons chaque année avec grand plaisir de jeunes lycéens et nous diplômons de jeunes adultes. Et entre les deux, c'est une véritable transformation auquel nous procédons, auquel procède chacun des étudiants à travers un dispositif tout à la fois exigeant et bienveillant. Le gain de maturité se fait à travers un parcours académique particulièrement exigeant, à travers aussi un parcours expérientiel en entreprise et à l'international, lui aussi exigeant. Et c'est face à l'exigence, c'est face à la difficulté qu'on gagne en maturité, qu'on gagne en autonomie et qu'on se prépare à la poursuite d'études en master ou à l'employabilité. Mais c'est aussi un dispositif bienveillant parce que c'est un âge auquel effectivement les élèves sont parfois dans des situations de doute, de questionnement. Et nous avons là aussi, en plus de l'exigence, une approche de bienveillance pour accompagner individuellement chaque étudiant vers son projet personnel et professionnel. Eh bien Marc, vous êtes pile poil dans les temps. Bravo pour cette prestation. On va commencer tout de suite avec la première question. Pour rentrer dans votre école, quelle combinaison au lycée a intérêt à choisir ma fille? Vous préférez les profils littéraires ou scientifiques? Je n'ai pas de préférence, je travaille depuis 30 ans dans l'enseignement supérieur, même si effectivement par observation, j'ai toujours eu un intérêt très marqué pour les profils littéraires parce qu'on a des jeunes qui maîtrisent parfaitement le français, qui ont une bonne culture générale, une bonne capacité à avoir une hauteur de vue. Mais ça, finalement, quand je parle des littéraires, c'est l'ancien bac, c'est l'ancien temps. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est des jeunes qui ont fait le choix assumé d'enseignement de spécialité qui peut-être jusqu'à présent n'était pas compatible. Et je suis très heureux de voir le bac bouger et proposer à des jeunes des enseignements finalement qui leur plaisent, des combinaisons qui leur plaisent, plutôt que de les voir jusqu'à présent rentrer dans des cases de scientifiques, d'économie, si je puis dire, ou de littéraire. Pas de préférence. Peut-être demain des préférences pour ceux qui auront fait des choix totalement inimaginables et opposés en prenant SVT et économie, par exemple, en tout cas des jeunes ouverts et des jeunes qui assument leur choix. Marika, tout bac est possible. Si on a fait un choix de combinaison, rien n'est perdu pour intégrer Audencia et le bachelor? Non, rien n'est perdu, j'allais dire plutôt tout est gagné. Parce que comme l'a dit Marc, nous, on cherche des profils aussi divers que possible. C'est ce qui fait la richesse de nos promotions. Et on a, pour les accueillir, on a aussi des programmes dans lesquels ils vont pouvoir faire des choix d'électifs notamment, qui vont leur permettre de pouvoir à nouveau se diriger vers des contenus qui leur conviennent et qui leur correspondent. Donc on essaie justement dans le prolongement de cette réforme du bac, nous, dans le contenu de notre programme, de leur permettre de continuer à pouvoir faire ces choix en lien avec leurs envies et avec évidemment leurs projets à la fois personnels et professionnels. Et on va y revenir sur vos programmes et vos contenus. Deuxième question, votre établissement accueille-t-il des étudiants boursiers? Alors ça, c'est vraiment une question de parents, ça. Oui, c'est une question de parents, c'est une question qui est importante parce qu'effectivement, et on le verra peut-être plus tard, l'accès aux grandes écoles fait parfois l'objet d'autocensure par rapport à une forme d'idée reçue sur le fait que le coût de ces études-là peut constituer un élément rédhibitoire. Depuis très longtemps, les écoles mettent en place des dispositifs d'aide au financement des frais de scolarité à travers des bourses internes, à travers notamment l'alternance qui s'est très fortement développée dans l'enseignement supérieur, notamment dans nos écoles et qui constitue de véritables leviers d'ouverture sociale. Et nous avons une proportion significative d'étudiants boursiers qui croient chaque année parce que chaque année, nous innovons et nous développons des formes d'aide au financement. Et je le redirai, si j'ai l'occasion de le redire, nous ne souhaitons pas qu'effectivement
les frais de scolarité puissent constituer un obstacle au choix d'études comme celle-ci. Très bien. Mon fils change souvent d'avis. C'est quelqu'un plutôt d'hésitant. Le doute est-il permis au cours du cursus? Alors déjà, quel programme vous proposez? Quel type de parcours? Alors, bien sûr que le doute est permis, on va y revenir, mais le programme, il est en première année globalement plutôt généraliste, avec donc déjà un choix d'électif qui se fait dès la première année. Au premier semestre, ils ont 8 matières que tous sur les fondamentaux du management, que tous suivent avec des cours de langue aussi, bien sûr, et puis donc un premier choix d'électif. Ensuite, ils partent tous 2 mois en stage à l'international, donc dès la première année, au mois de janvier, au mois de février. Et donc, évidemment, dès leur arrivée à l'école en septembre, on va les accompagner, on va leur apprendre les différentes techniques de stage, on va leur apprendre comment préparer un CV de lettre de motivation en langue étrangère. Ensuite, ils reviennent tous au mois de mars et là, ils ont un premier choix déjà à faire pour leur deuxième année, puisqu'ils vont pouvoir soit au choix suivre des cours au premier semestre, puis au second semestre partir soit en échange, soit en stage, ou inversement, commencer par le stage ou l'échange académique, donc chez un de nos partenaires, et ensuite suivre un semestre de cours au second semestre. Et encore un nouveau choix qui s'offre à eux ensuite à la fin de leur deuxième année, puisque là, pour leur troisième année, ils ont le choix entre différents parcours, soit des parcours en alternance, comme l'a précisé Marc, soit un choix de spécialisation, s'ils ont déjà une idée assez claire de leur projet professionnel et qu'ils veulent déjà se spécialiser, que ce soit en marketing, en finance, en tourisme, en communication, on a différents choix. Mais ils peuvent aussi faire un choix de double diplôme à l'international, ou alors pour ceux qui s'orientent vers une poursuite d'études majoritairement et qui n'ont pas encore une idée très précise de leur projet professionnel, ils peuvent aussi au premier semestre suivre dans la continuité des enseignements de première et deuxième année, un semestre de cours fondamentaux en management un peu approfondi, avec un stage ensuite au second semestre, qu'ils soient en spécialisation au premier semestre ou en tronc commun, ils sont tous en stage de fin d'études au second semestre, pour ensuite éventuellement soit directement être embauchés, soit continuer vers la poursuite d'études. Donc effectivement, d'abord, les étudiants qui doutent, il y en a tous les ans et c'est normal. On est là, nous, très présents pour les accompagner. On a des équipes dédiées, que ce soit au sein du programme ou bien sûr au niveau de l'école, au Dentsia Business School, et notamment de notre Career Center, où on a des consultants qui sont là à leur écoute. Ils peuvent avoir des rendez-vous individualisés et ils sont suivis de manière très, très, très proche. Et nous, bien évidemment, également les équipes pédagogiques et administratives du programme, on est à leur disposition. Notre porte est toujours ouverte pour les accompagner, les guider et pourquoi pas les réorienter aussi, hein, si effectivement ce n'est pas forcément le programme qui leur correspond. Ça arrive chaque année d'avoir 1, 2, 3 démissions peut-être en première année d'étudiants qui n'étaient pas forcément à leur place et on est évidemment présent aussi là pour les accompagner jusqu'au bout. Je pense que le doute et l'envie de changer d'avis n'est pas simplement l'apanage des adolescents. À tout âge, on a parfois des doutes, des envies de changer. Et ce qui est certain, c'est que la génération que nous recevons, on sait, et ils le savent, va connaître une carrière à géométrie variable. Et quand j'observe les qualités et les fragilités de cette génération-là et que je la compare avec les générations précédentes, parmi leurs qualités, c'est la capacité d'adaptation et la capacité de changer. Et face aux doutes, ils auront toujours les solutions et on les accompagnera pour lever ces doutes et repartir. Alors Marc, où se situe exactement votre campus? La sécurité y est-elle assurée? Ça aussi, c'est une vraie question de parents. Vous avez plus d'un campus en plus, dont un nouveau. Alors effectivement, nous avons pour le bachelor 2 campus. Un campus à Nantes, City Campus, qui est le campus historique, qui est un campus de centre-ville avec des étudiants qui logent en proximité, donc une facilité d'accès direct au campus et une faible distance, avec un arrêt de tramway qui se situe au pied même du campus, qui est un campus en bord de Loire et qui est extrêmement agréable et qui vient de connaître une extension et une rénovation. Et puis un second campus que nous venons d'ouvrir en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et là aussi, c'est des logements à proximité, une accessibilité facile. Et je pense que cette question-là est importante parce que être bien dans ses études, c'est faire le bon choix d'orientation. Mais c'est aussi être bien dans son campus
et bien dans sa ville. Alors c'est vrai qu'on est dans une configuration un peu particulière cette année, avec pour l'instant en tout cas l'impossibilité de faire des journées portes ouvertes, mais je pousse les parents comme les jeunes à dépasser l'interaction à distance et la connaissance ou la prise de connaissance des écoles par les plaquettes et par Internet pour venir effectivement dans nos établissements pour effectivement vivre une expérience d'immersion sur une porte ouverte ou sur une journée en cours pour vraiment prendre la mesure à la fois du programme mais du contexte dans lequel s'inscrit le programme. Et ce contexte-là, il est important. C'est le campus, c'est la ville, c'est les à côté. Et pour être bien dans ses études, il faut être bien dans son campus et bien dans sa ville. Oui, le cadre d'études, hein, c'est quelque chose qui est très important aux yeux des parents. Marika, est-ce qu'une élève, un élève peut sortir comme ça, se rendre d'un lieu à un autre sans aucun problème? Est-ce que la sécurité, elle est correcte? Elle est tout à fait correcte. Elle est même renforcée actuellement puisqu'on est en Vigipirate niveau 3 ou 4, je ne sais plus, mais en tout cas, on a des vigiles du coup qui sont présents aussi sur les campus. Que ce soit la ville de Nantes ou la ville de la Roche-sur-Yon, les deux villes sont des villes où la sécurité est effectivement forte et présente. Alors après, il est évident qu'un étudiant qui se balade seul dans la nuit à 3 heures du matin en bord de Loire, pas forcément, on ne peut pas garantir sa sécurité, ça c'est sûr, après dans la mesure des risques pris par les étudiants, mais la sécurité clairement est présente et sur les campus et dans les dans les deux villes. Et simplement pour rebondir sur la question sur les amphis, oui, nous avons un amphi sur chaque campus. Simplement, je voudrais quand même bien préciser qu'aucun de nos cours ne se déroule en amphi. Tous les cours, que ce soit les cours de management ou les cours de langue, se déroulent en classe de 40 maximum pour les cours de management et de 20 maximum pour les cours de langue, de manière à garantir la qualité de l'enseignement, de la pédagogie, de l'interaction avec le professeur, le fait que chaque étudiant puisse avoir une relation vraiment personnalisée et individualisée avec le professeur. Donc les amphis servent essentiellement pour les événements de rentrée, pour les conférences, pour ce type de manifestation, mais jamais pour des cours. Et à l'intérieur de vos campus, alors comment c'est? Faites-nous une mini visite guidée à distance comme ça. Alors Marika, peut-être nous parler de l'intérieur du campus City Campus de Nantes. Et puis Marc qui va nous parler de La Roche-sur-Yon et de pourquoi ce choix aussi d'un nouveau campus en Vendée. Marika? Alors, City Campus, comme l'a précisé Marc tout à l'heure, on vient de le rénover complètement, le campus, là, durant l'été. On a fait d'énormes travaux. On a agrandi également le campus, on a rajouté une quinzaine de salles. On a ce que nous, on appelle le Knowledge Hub dans notre langage audencien, donc la médiathèque qui a été multipliée par 10 en nombre de postes de travail pour les étudiants. Des espaces de restauration qui ont été complètement refaits, agrandis, avec des espaces de détente aussi pour les étudiants. Beaucoup d'espaces de coworking qui ont été également mis en place pour leur permettre de travailler en groupe dans de bonnes conditions, puisque dans notre pédagogie, il y a beaucoup de travaux de groupe, travaux en équipe. Donc, il y a des espaces dédiés qui ont été aménagés pour ce type de travaux. Donc un campus vraiment, bon, toutes les salles sont évidemment équipées en vidéoprojecteurs, écran, caméras de plus en plus maintenant, compte tenu du contexte sanitaire aussi, pour permettre également la tenue de cours à distance. Donc le Wi-Fi évidemment sur le campus, bon, ça c'est des évidences. Mais un campus vraiment tout neuf, refait complètement, est vraiment très agréable, très lumineux et en proximité des bords de Loire, comme le disait Marc, avec des espaces de verdure aussi à l'extérieur. Ils peuvent aller déjeuner s'ils veulent tranquillement sur les bords de Loire quand il fait beau. Et en ce moment à Nantes, on a une météo incroyable, donc on peut toujours continuer à en profiter. Donc vraiment un campus complètement rénové, extrêmement chaleureux, accueillant et favorable, propice à des conditions de travail vraiment excellentes. Très bien, ça c'est pour le City Campus Nantes. Et pour le nouveau en Vendée, Marc? Le nouveau, alors pourquoi implanter le bachelor en Vendée? C'est le résultat d'une double impulsion, une impulsion historique d'Audencia qui se refuse à rentrer dans des logiques de fusion avec d'autres écoles et qui va privilégier une croissance organique, c'est-à-dire le développement de programmes existants ou le développement de nouveaux programmes. Et pour ce qui est des programmes existants, l'implantation de ces programmes existants dans des écosystèmes extrêmement dynamiques. C'est le cas de la Vendée. Et la deuxième impulsion, elle a été donnée par la Vendée elle-même, à la fois
la Chambre de commerce et d'industrie et la ville de La Roche-sur-Yon, qui ont souhaité enrichir l'offre d'enseignement supérieur en Vendée, principalement à La Roche-sur-Yon. La Vendée, c'est un territoire économique extrêmement dynamique et il y a une place encore importante à prendre sur l'offre de formation post-bac à 3 ans, voire à bac plus 5. Donc, on a répondu à cet appel du pied de la part des collectivités territoriales vendéennes pour y développer le bachelor, qui est une duplication à l'identique du bachelor de Nantes, puisqu'on délivre le même diplôme aux étudiants, qu'ils fassent leur parcours à Nantes ou en Vendée. La seule différence se situe en 3e année, où on propose en 3e année en Vendée des spécialisations qui n'existent pas à Nantes et qui sont notamment des spécialisations en lien avec le territoire, notamment autour du tourisme et de l'entrepreneuriat familial. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, mais elle est fortement liée à ce que je viens d'évoquer ici, qui dit parallélisme d'expérience, dit parallélisme en termes de campus. Alors, on n'a pas dupliqué à l'identique le campus de Nantes en Vendée, mais l'expérience étudiant doit être la même. On travaille aujourd'hui à une extension de ce campus vendéen, puisque nous avons accueilli 40 étudiants à la rentrée dernière. On va accueillir 80 étudiants de plus l'année prochaine. Donc, il faut qu'on travaille à une projection d'agrandissement du campus, à la fois dans les espaces de cours, les espaces de restauration, les espaces de coworking, les espaces de détente, les espaces de knowledge hub. Donc, on met à niveau le campus vendéen à la hauteur du campus nantais et bien sûr à la hauteur des effectifs que nous allons accueillir à la rentrée prochaine. Très bien. Question suivante, combien de places sont disponibles? Vous avez des classes de combien d'élèves? Alors, je ne sais pas si je prends la main, peut-être. Oui, je prends la main sur les places et puis je laisserai Marika répondre à la deuxième partie sur les classes et la configuration du cadre pédagogique avec nos étudiants. Donc, nous avons recruté cette année sur nos 2 campus en première année 320 étudiants. On projette d'en recruter 370 l'année prochaine. Je parle bien là du concours France post-bac. Nous recrutons également des étudiants en admission directe en 3e année, qui sont des élèves de niveau Bac plus 2, BTS, licence 2 ou IUT. Nous en avons recruté 75 l'année dernière, en tout cas cette année, là au mois de septembre, mais nous allons en recruter 80 l'année prochaine. Donc, nous sommes sur une dynamique de croissance avec une attractivité de plus en plus forte de notre bachelor. Et pour donner quelques éléments un peu indicatifs sur volumétrie de candidats, nombre de places, je l'ai évoqué là à l'instant, 370 places en première année et on attend environ 1000 à 1200 candidats sur le concours cette année. Voilà pour ce qui est des places. Et puis je laisse la main à Marika sur la partie pour les classes. Taille des classes. Donc, taille des classes, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc pour les cours, ce qu'on appelle nous les cours de gestion, les cours de management, que ce soit donc les cours de droit, de finance, de marketing, de codage, de communication. Ce sont des classes de 40 maximum par classe. Et pour les cours de langue, ce sont des classes de 20 maximum, où là, on les met par groupe de niveau, que ce soit pour les cours de LV1 ou de LV2. Donc, ils sont en effectif réduit et par niveau, de manière à ce que la progression pédagogique soit adaptée au niveau de chaque élève. Donc voilà, concernant les tailles de classe. Et encore une fois, je le souligne, aucun cours en grand groupe en amphi pour l'ensemble de nos enseignements. Parfait. Il est temps maintenant pour vous deux de casser les clichés qui peuvent bien vous poursuivre. Stop cliché. Alors Marc, je vous laisse annoncer le cliché. Vous commencez à le détruire et puis Marika en finit avec. Elle l'achève, c'est ça, c'est le principe. Elle l'achève. C'est ça. Les écoles de commerce seraient réservées à une élite sociale et intellectuelle. Je crois que ce cliché a vécu. En même temps, s'il y a cliché, ça veut dire qu'il y a nécessairement une forme de réalité, mais cette réalité est historique. Et j'ai évoqué tout à l'heure la façon dont le monde a évolué depuis une trentaine d'années, dont les établissements d'enseignement supérieur, dont les écoles de management ont évolué. Aujourd'hui, nous avons dans nos établissements une très très grande diversité d'élèves, à la fois par rapport à leur cursus, mais aussi par rapport à l'origine sociale ou culturelle. Le maître mot aujourd'hui de qualificatif de nos étudiants, c'est la diversité. Donc pas d'obstacle ou d'autocensure à l'acte de candidature et pas d'autocensure non plus par rapport à la barrière que pourraient constituer les frais de scolarité. Puis je laisse Marika continuer peut-être la réponse à ce cliché. Marika.
Ouais, bien au contraire, on a cette volonté vraiment d'avoir une ouverture maximale et d'accueillir tous les profils d'étudiants. On a parlé tout à l'heure des différents systèmes de bourse qu'on mettait à leur disposition. Je voudrais insister aussi peut-être sur le fait on se dit parfois que peut-être quand on est issu d'un milieu social plus favorisé, on a un meilleur réseau et que c'est plus facile de trouver un stage. C'est pas vrai parce que quand vous intégrez une école comme Audencia, vous intégrez aussi un réseau de 27 000 diplômés qui sont là au service de nos étudiants pour leur proposer des stages, des offres d'emploi et qui font aucune distinction bien évidemment sur le profil, enfin en tout cas l'origine sociale des candidats. Et ce qu'on regarde avant tout, c'est la richesse la richesse du profil de l'étudiant en termes de compétences, en termes d'ouverture, en termes de volonté, d'ambition, mais en aucun cas on ne prend en compte son origine sociale. Et bien au contraire, c'est encore une fois ce qui fait le dynamisme et la richesse des profils qu'on accueille aujourd'hui à l'école et qu'on souhaite et sur quoi on va continuer à travailler, bien évidemment dans les années à venir en développant de plus en plus les systèmes de bourse par exemple. Et pourquoi pas également des systèmes sur lesquels on est en train de travailler également, de mise en place de soutien scolaire auprès de lycéens qui sont en difficulté. Là, c'est aussi des choses sur lesquelles on veut nous travailler pour éveiller nos étudiants à ces diversités et les amener à partager avec des lycéens qui seraient moins favorisés leur expérience pour attirer aussi ces jeunes vers nos formations. Eh bien, cliché détruit. On va pouvoir passer aux questions d'après. Comment se passent les relations et échanges avec les familles des étudiants? Alors déjà, est-ce que vous êtes sur un échange est-ce que vous êtes assez proche de vos étudiants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'équipe pédagogique et vos élèves? Marc? Alors, effectivement, dans la famille, je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension qui est celle de la relation que nous avons avec les étudiants et l'autre dimension, c'est celle que nous avons avec les parents et celle que nous souhaitons avoir avec les parents. Et je pense que ces deux relations-là se conjuguent et s'associent dans l'intérêt de l'étudiant. On est effectivement dans une posture, tout à l'heure je l'ai évoqué, qui est une posture d'accompagnement et de bienveillance, mais de juste accompagnement et de juste bienveillance. Il ne s'agit pas en la matière de faire à la place de l'étudiant. Je le dis très très souvent, l'étudiant a sur lui une obligation qui lui pèse, qui est une obligation de résultat. L'obligation qui pèse sur nous, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire mettre en place une formation de qualité, à la fois d'un point de vue académique, expérience en entreprise et expérience à l'international. Et dans ce dispositif-là, on rajoute une dimension qui est importante, qui est la dimension de l'accompagnement. Je prends un exemple assez simple. Nous étions tout à l'heure en réunion Teams à 12h30 avec l'ensemble de la promotion de première année qui part en stage au mois de janvier. Chaque étudiant de première année, on en a 320, je le rappelle, est accompagné par un référent sur effectivement la clarification de l'objectif en termes de stage, sur j'aiguise mon CV, ma lettre de motivation, je travaille ma visibilité sur LinkedIn. Donc ça veut dire qu'on a une promotion de taille relativement importante, mais un accompagnement qui en vient à être totalement individualisé. La présence est contrôlée en salle de cours. Les étudiants absents sont recadrés, en tout cas questionnés, parce qu'effectivement, parfois, c'est le reflet d'une forme d'une nonchalance, parfois, c'est le reflet d'une difficulté passagère ou plus profonde de nature psychologique. Donc, quand vous avez un étudiant absent, il faut éviter de convoquer de façon extrêmement vive, parce que vous êtes parfois confronté à des étudiants en réelle difficulté. Par contre, ce suivi-là, il est fait. Il est très, très bien fait et il est important. Et l'information est remontée aux parents. On a des échanges relativement réguliers avec les parents, notamment une réunion de rentrée qui se situe au mois d'octobre, qu'on a tenue en distanciel là cette année pour éviter d'avoir un flux trop important sur le campus. Ça a été une session d'information avec les parents extrêmement important et on s'attache à mettre les parents à niveau en termes d'information pour qu'effectivement, dans le cadre de cet accompagnement entre parents et institutions, l'étudiant n'essaie pas de jouer un petit peu par la faiblesse de connaissances ou d'informations que n'auraient pas les parents. Donc c'est vraiment un contact de proximité avec les étudiants comme avec les parents, même si petit à petit, on s'attache à donner à l'étudiant plus d'autonomie et de marge de manœuvre au gré de l'évolution de sa maturité. Et justement, la question d'après, c'était quelle est votre politique concernant les absences de vos étudiants? Et vous venez d'y répondre, hein, les absences sont contrôlées.
Quelles sont les matières enseignées? Elles sont enseignées par des professeurs étrangers ou français? Alors Marika, vous avez commencé à parler des programmes enseignés. Au niveau du type des profils des enseignants? Alors, les enseignants sont évidemment pour une majorité importante issus de ce qu'on appelle la faculté Nudodentia, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'école. Ils sont 136 aujourd'hui. Sur ces 136, la très très grande majorité est internationale, capable d'enseigner en français. Alors, je ne l'ai pas précisé non plus, mais nous avons la possibilité dans le bachelor de suivre les parcours soit en français, soit en anglais, hein. On a un English track également. Donc, on a une majorité de professeurs internationaux, mais qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, capables aussi d'enseigner en français, même si c'est parfois avec un léger accent, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de leur parcours et de leur enseignement et de leur pédagogie. Et puis, nous avons aux côtés de cette faculté, donc de nos enseignants-chercheurs, des professionnels, bien sûr, pour certains d'ailleurs des anciens du programme, qui viennent dispenser à nos étudiants leur expérience, partager avec eux leur expérience professionnelle, les spécificités de leur métier, de leur secteur d'activité, de manière à ce qu'en permanence, nos étudiants aient à la fois des apports théoriques de la part de nos enseignants-chercheurs et des apports pratiques de la part des entreprises, ce qui fait en fait du bachelor un programme très très professionnalisant et très tourné vers l'entreprise, même si effectivement on a une part importante d'enseignants-chercheurs qui interviennent bien sûr et qui garantissent l'excellence aussi académique du programme. Pour la pratique, excusez-moi, vous avez une pédagogie dite par l'action. Par quoi se traduit-elle concrètement, Marc? Et ensuite, Marika? La pédagogie par l'action, ça veut dire des allers-retours permanents entre la théorie et la pratique. Ça veut dire beaucoup de travail en groupe sur des projets qui sont parfois portés par l'enseignant, mais aussi très très souvent portés par une entreprise, avec effectivement une mise en situation de consultant pour nos étudiants. Alors en consultant en toute humilité, bien entendu, mais effectivement, c'est extrêmement stimulant que d'avoir à répondre à une problématique posée par l'entreprise. Et ça se fait tout au long du cursus, avec effectivement des problématiques plus ou moins difficiles, des problématiques relativement simples d'abord en première année, puis qui deviennent extrêmement complexes en troisième année, notamment dans le cadre d'un enseignement de spécialisation, où là, des problématiques particulièrement aiguës et complexes sont portées par les entreprises et mettent les étudiants en situation de consulting, avec une obligation de poser un diagnostic et de formuler des préconisations. La pédagogie par l'action, c'est aussi les stages en première année, en deuxième année, en troisième année, la possibilité de faire l'alternance comme on l'évoquait tout à l'heure. La pédagogie par l'action, c'est aussi la vie associative. La vie associative, c'est quoi? C'est finalement s'impliquer dans une véritable micro-entreprise où en tant que trésorier, président, vice-président, il faut que je réponde à des objectifs, il faut que je prenne des décisions, il faut que je manage des équipes. Donc, l'aller-retour entre la théorie et la pratique et la pédagogie par l'action est vraiment dans l'ADN du bachelor et construit petit à petit un profil d'étudiant fortement expérimenté. Marika? Je n'ai rien à rajouter là, j'avoue qu'il a été extrêmement exhaustif. C'est bon, il a dit ce que vous vouliez dire il y a quelques secondes. J'aimerais avoir plus de précision sur votre niveau académique et sur le diplôme. Alors, Marika, est-ce que vous pouvez... Niveau académique. Sur le niveau académique et sur le diplôme, est-ce que vous pouvez rassurer... Niveau académique de nos professeurs, j'imagine? Oui, et sur le diplôme. Alors, nos professeurs, comme je le disais, nos 136 enseignants-chercheurs sont pour l'immense majorité d'entre eux titulaires d'un doctorat. Donc, au niveau académique, on ne peut pas faire mieux, je pense, difficilement. Ils publient des articles de recherche dans des revues internationales. C'est ce qui, aujourd'hui, nous permet à Audencia d'être notamment titulaire de la triple accréditation internationale, enfin de 3 accréditations internationales, ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, la Triple Crown, où on est accrédité par les 3 principaux organismes
internationaux que sont Equis, ACSB et AMBA. Donc, on fait partie des très très rares business schools au monde qui sont détentrices de cette triple accréditation. Nos diplômes, et en particulier le diplôme Audencia Bachelor in Management, est bien sûr visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et visé pour la durée maximale, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les diplômes. Hein. Donc, on a renouvelé le visa en 2018 pour 5 ans. Donc, ça, c'est une garantie supplémentaire d'excellence académique. Ça se traduit évidemment dans la qualité des cours. Et donc, le diplôme, comme je vous le disais, c'est un diplôme visé, Bac+3, et pour lequel on a donc on a la visa actuellement pour la durée maximale, et chaque fois on le renouvelle toujours pour la durée maximale. Et soyez assurés que le dossier que l'on présente et que l'on monte tous les 5 ans pour le ministère, pour leur apporter les preuves de cette excellence et la soutenance qui a lieu également devant les membres de la commission qui s'occupe de délivrer ce visa au niveau du ministère. C'est un dossier extrêmement conséquent, dans lequel on fournit de très très nombreuses preuves, et c'est vraiment là la garantie de l'excellence académique de notre diplôme et de notre formation. Ce qu'a dit là Marika à l'instant est extrêmement important, notamment aux yeux des parents. Ce dont parle Marika, c'est de la reconnaissance officielle des diplômes. Vu des parents, je comprends que l'enseignement supérieur constitue une véritable jungle, comme le sont également les écoles de commerce. Vous avez 418 écoles de commerce en France, de nature diverses et variées, de qualité diverses et variées, notamment sur les dimensions d'excellence académique et de reconnaissance et de qualité des diplômes. Ça veut dire que vous devez avoir un regard particulièrement aiguisé, vous, parents, sur la reconnaissance des diplômes. Et la reconnaissance la plus avancée pour nos diplômes, c'est le visa, c'est-à-dire une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est extrêmement importante pour nous. Pourquoi? Parce que n'étant pas des établissements universitaires, nous ne délivrons pas de licence ou de diplôme national de master, mais nos diplômes ont la même valeur puisqu'ils sont reconnus par le même ministère qui délivre ces licences et ces diplômes nationaux de master, qu'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, soyez extrêmement attentifs au fait que le bachelor auquel puisse candidater ou va candidater votre enfant délivre ou non le visa. C'est vraiment la reconnaissance pour l'instant la plus importante avant une future reconnaissance qui va arriver très 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 prochainement, qui est celle du grade de licence. Voilà. Alors, j'ai une question. Soyez vigilants aussi sur la durée du visa, parce que tout le monde ne l'a pas forcément pour la durée maximale. Ça, c'est important aussi. Parfois, des écoles renouvellent, des diplômes, des visas sont renouvelés pour une durée de 3 ou 2 ou 4 ans. La durée maximale, c'est 5 ans, et c'est important aussi de se renseigner sur la durée pour laquelle le visa a été délivré. Donc, conseil aux parents de Marika, bien se renseigner sur la durée du visa accordé. J'ai une question sur la professionnalisation de votre cursus. Comment se passe leur immersion en entreprise? Alors, vous proposez un accompagnement personnalisé. En quoi consiste-t-il pour les étudiants qui ont un projet professionnel et pour ceux qui visent la poursuite d'études? Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Je pense que cette question est particulièrement importante puisqu'elle touche à l'après-bachelor. L'après-bachelor, aujourd'hui, c'est 70% d'étudiants en poursuite d'études. La plupart vont poursuivre dans le programme Grande École d'Audencia, d'autres dans d'autres formations de niveau master, et 30% de nos étudiants, eux, partent plus sur une insertion professionnelle, sur des postes de middle manager, très souvent en lien avec leur spécialisation de 3e année en marketing, en management commercial, en vente, en achat, en logistique, à l'import, à l'export ou encore à l'entrepreneuriat. Ça veut dire que l'accompagnement ne sera pas le même. Je prends un exemple. Cette année, nous accompagnons de façon extrêmement intensive nos étudiants à la préparation des concours pour ceux qui souhaitent partir vers une poursuite d'études, donc préparation aux épreuves écrites, préparation aux épreuves orales pour les élèves et effectivement qui s'orientent vers une poursuite d'études. Là où on va bien entendu beaucoup plus accompagner vers l'insertion professionnelle, la clarification définitive du premier métier post-bachelor pour ceux qui font le choix de l'insertion professionnelle. Pour l'instant, le programme est le même, que vous partiez vers une poursuite d'études ou vers l'entrée dans le monde professionnel. Demain, on va proposer en 3e année un parcours de tronc commun qui sera un parcours non spécialisant, peut-être un peu plus destiné à ceux qui souhaitent partir vers une poursuite d'études, mais effectivement, pour répondre à la question, on a un dispositif d'accompagnement qui est adapté en fonction du projet de l'étudiant, poursuite d'études versus insertion professionnelle.
Alors, on va parler de votre dimension internationale, mais avant, peut-être, on va marquer une petite pause dans les questions-réponses avec le Qui suis-je. Alors, je vous rappelle le principe, 3 personnalités choisies par mes soins, et puis vous allez en choisir une parmi les 3 qui vous inspire le plus. Alors, aujourd'hui, elles vont s'afficher tout de suite. Il y a tout à ma gauche, plutôt, en premier, Mark Zuckerberg, le big boss de Facebook. C'est parti d'un projet entre camarades d'Harvard pour devenir l'un des plus importants réseaux sociaux du monde. Dans la famille réussite entrepreneuriale, le deuxième homme tout à ma gauche, c'est Jeff Bezos, fondateur principal, actionnaire et PDG d'Amazon, ou l'homme le plus riche au monde. Et puis au milieu, on a la belle Nathalie Portman. C'est pour parler un petit peu de votre partie internationale, pour vous rendre hommage, ce qui est important à Audencia. La célèbre actrice et productrice israélo-américaine est non seulement polyglotte, anglais, hébreu, allemand, espagnol, japonais, français, mais aussi engagée dans la Foundation for International Community Assistance, qui est un peu considérée comme la Banque mondiale des pauvres et qui consiste à proposer des prestations de microcrédit dans les pays en développement. Alors moi, je vais choisir Mark Zuckerberg pour la partie entrepreneuriale. Je voulais en dire un mot tout à l'heure quand vous parliez d'accompagnement au projet professionnel. La dimension entrepreneuriale est très, très présente à l'école. Nous avons un startup lab au sein du groupe Audencia pour accueillir nos étudiants qui auraient des projets entrepreneuriaux. Et puis, à l'issue de ce startup lab, si effectivement leur projet est convaincant, ils peuvent intégrer l'incubateur que nous avons en commun avec Centrale Nantes, puisque nous avons une alliance avec Centrale Nantes historiquement depuis plusieurs années, également avec l'école d'architecture de Nantes. Et donc, on a un vrai accompagnement au projet entrepreneurial. On a une spécialisation aussi en entrepreneuriat en 3e année qui est proposée à nos étudiants. Donc, je fais le choix, moi, de Mark Zuckerberg. Marc, alors, d'un Marc à l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, moi, je suis très attaché aux marques, donc je prendrai Marc aussi. Non, simplement Mark Zuckerberg. Pourquoi? Parce que la baseline de Audencia, c'est Never Stop Daring. Et je crois que savoir oser, savoir prendre des risques, savoir innover, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de développer un petit peu dans la fibre de posture de nos étudiants. Alors bien sûr avec les valeurs qui vont avec, qui sont des valeurs d'engagement, qui sont des valeurs de responsabilité, qui sont des valeurs d'ouverture, mais je l'évoquais tout à l'heure aussi, on est sur une génération dont on sait qu'elle va évoluer dans un monde très, très instable, en même temps un monde d'opportunités, et oser prendre des risques, sauter, monter, chuter, rebondir. Je pense que c'est nécessairement des contextes que vont vivre nos étudiants et on les y prépare. C'est pour ça que je prends le même Mark Zuckerberg que Marika. Très bien, Marc qui remporte le Qui suis-je d'aujourd'hui. On va pouvoir repasser aux questions. En parlant d'international, vous avez des accords avec quel pays exactement? Comment ça se passe pour nos enfants une fois là-bas, notamment au niveau de la prise en charge? Alors, première chose, je le dis souvent, mais je vais encore le répéter, mais je le dis plutôt aux jeunes qu'aux parents. Nous ne sommes pas une agence de voyage qui envoie qui il veut, où il veut. Le départ en université étrangère est une composante semestrielle ou annuelle. Ça veut dire que c'est une brique d'un programme. Ça veut dire que le départ se fait dans des universités partenaires de qualité avec lesquelles nous avons choisi de collaborer, vers lesquelles nous envoyons des étudiants et qui nous envoient des étudiants. Ça veut dire que nos étudiants partent pour un semestre d'études ou pour une année complète et il faut qu'ils réussissent. Et réussir, ça veut dire avoir un niveau linguistique minimal et un niveau académique suffisant. Donc, nous procédons à une sélection dans l'affectation de nos étudiants. Chaque étudiant qui veut partir en université étrangère formule s'il veut et il sera affecté en fonction du nombre d'étudiants souhaitant partir dans ces mêmes universités-là et bien sûr en fonction du niveau académique et du niveau linguistique. Donc, on prépare nos étudiants en amont. Ils ne font pas le choix de cours au hasard. Le choix de cours que font nos étudiants est l'objet d'un contrôle. Et quand ils sont en université étrangère, ils sont à la fois suivis par notre partenaire, mais on les suit également dans le cadre de rendez-vous fréquents pour savoir comment ça se passe, à la fois du point de vue académique, du point de vue du logement. Mais là aussi, on ne fait pas à la place de l'étudiant. Je pense que c'est important que l'étudiant
se prennent en charge, notamment sur des questions de visa. Moi, je me déplace pas dans les consulats ou des ambassades pour faire le visa à la place de nos étudiants. Ils ont une checklist à remplir, on les accompagne, on contrôle, mais c'est à eux aussi de se prendre en main pour préparer le départ et lors de leur semestre en université étrangère, faire en sorte que ce semestre-là se traduise par une expérience académique forte, réussie et enrichissante aussi d'un point de vue interculturel et linguistique. Marika, dans quel pays ils peuvent Peut-être partir? Marika sur les partenaires ou en tout Oui, cas les tout à horizons fait. géographiques. Alors, je ne vais pas faire la liste, hein, elle est disponible sur le site de l'école, mais simplement dans les grandes lignes. Nous avons évidemment des partenaires en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, des partenaires en Amérique du Sud et notamment un accord de double diplôme avec une université colombienne. Si je regarde juste les accords de double diplôme, on a évidemment de nombreux autres accords d'échange en Amérique du Sud. En Asie, on a un double diplôme, par exemple à Nagoya, au Japon. On a des accords aussi avec la Corée, avec la Chine, avec le Vietnam, avec Singapour. En Europe, évidemment, bien sûr, que ce soit l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, et puis notamment des doubles diplômes sur le Royaume-Uni. Ou sur l'Irlande, par exemple. Donc, on est vraiment... j'ai oublié la Nouvelle-Zélande aussi, sur les destinations possibles, donc également l'Océanie. Donc, on est vraiment présent sur tous les continents. Après, toutes les destinations ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, puisqu'il y a évidemment une sélection qui est faite par nos partenaires, ça c'est important de le dire, hein. Et donc, cette sélection, elle se fait non seulement sur le niveau d'anglais ou de la langue d'enseignement du pays de nos étudiants, mais aussi sur leur niveau académique. Voilà, donc le départ n'est pas automatique et garanti pour tout le monde, comme le disait Marc tout à l'heure. Ça demande aussi un engagement de la part de nos étudiants et un certain niveau académique. Donc, il vaut mieux choisir l'English Strat pour être prêt. C'est vrai que c'est un avantage. C'est pas un prérequis indispensable en tout cas, mais c'est vrai que c'est un avantage. Et une fois là-bas, vous gardez quand même des relations, vous les suivez à distance, ces étudiants qui ont choisi l'étranger. Vous gardez des relations. On a en fait pour chaque région, il y a au sein de la direction des affaires internationales de l'école, des correspondants dédiés par zone géographique. Donc en fonction de la zone dans laquelle ils partent, ils ont un correspondant dédié à l'école qui est là, qui les suit, qui les accompagne et qui est présent en cas de difficulté, bien sûr, pour répondre à toutes leurs questions. Donc oui, bien sûr, une fois là-bas, on ne les oublie pas, bien au contraire. Et puis on leur fait, à leur retour également, on collecte leurs impressions, leurs feedbacks. Et on les partage avec les étudiants qui souhaitent partir sur ces destinations les années suivantes. C'est aussi un partage d'expérience qui est important et intéressant et qui nous permet, nous aussi, de vérifier en permanence la qualité de nos partenaires académiques. Et pourquoi pas d'en remettre en cause certains si besoin. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail qui est fait par la direction des affaires internationales tout au long de l'année sur la qualité et le suivi de nos partenaires académiques et de nos étudiants quand ils sont sur place. Marika, vous parliez de l'esprit entrepreneurial, de l'entrepreneuriat qui est très important au sein du cursus. J'ai une question sur ce qu'on fait après. Le commerce est assez large comme domaine. Qu'est-ce que peut devenir concrètement ma fille en sortant? Qu'est-il advenu des élèves de votre dernière promotion? Alors, c'est ce que disait déjà un petit peu Marc tout à l'heure, c'est qu'en fait, en général, on a plus des 2/3, 70% de nos étudiants qui continuent après le bachelor sur une poursuite d'études, sur un niveau master, alors que ce soit dans un programme grande école et notamment le programme grande école d'Audencia, ça peut être aussi les programmes grande école d'autres écoles, ça peut être au sein d'un IAE ou en université sur un master 2, ça peut être aussi sur une école spécialisée, je pense notamment au sein du groupe Audencia Sciences Com pour les étudiants qui ont des projets professionnels dans le domaine de la communication et donc certains effectivement qui font le choix de poursuite d'études à Sciences Com. Et puis pour les 30% qui restent et qui eux font le choix directement après le bachelor de démarrer une carrière professionnelle, c'est assez varié en fait comme débouché. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques d'insertion effectivement des 30% de la dernière promotion là, qui sont en poursuite d'études, on les retrouve aussi bien, on les retrouve un peu dans tous les secteurs d'activité. Je peux pas, il n'y a pas de
Ça dépend un peu de leur projet professionnel, bien sûr. Ça dépend de la spécialisation qu'ils ont choisie. Pour ceux qui étaient en alternance en 3e année, une partie importante d'entre eux, souvent, est recrutée par l'entreprise qui les accueille en alternance. Donc, c'est assez large, assez riche dans tous les secteurs. Ça peut être sur des fonctions commerciales, sur des fonctions marketing, ça peut être dans la finance aussi. Ça peut être sur un projet entrepreneurial. On en a toujours chaque année effectivement une petite partie qui continue au sein de sa propre entreprise et qu'on continue à accompagner. Donc c'est assez varié. Il n'y a pas d'insertion type à l'issue du bachelor. Merci Marika, cet oral est terminé, mais il est temps de le conclure avec le temps additionnel. Marc, Marika, à vous la parole. On va commencer avec Marika et puis on termine avec Marc. Très bien, mais j'espère que cet échange avec vous, chers parents, vous aura convaincu, vous aura rassuré, en tout cas, c'est l'objectif. Soyez en tout cas assurés que notre objectif à l'école est vraiment de pouvoir donner à vos enfants un environnement le plus favorable possible. Notre objectif aussi, c'est vraiment, sincèrement, d'être attentif à chacun d'entre eux, à ses spécificités, à son parcours, et de pouvoir lui proposer, nous, un parcours dans lequel il va pleinement s'épanouir, de pouvoir l'accompagner à chaque étape de ce parcours dans sa réflexion, et puis bien sûr derrière dans son insertion professionnelle. Parfait. Marc? En préambule de cet échange-là, on avait évoqué avec Marika nos situations de parents, avec effectivement l'un comme l'autre un enfant en terminale, et on sait combien ça peut être angoissant ou questionnant à minima pour les parents. Et j'espère que l'échange que nous avons eu ce soir et les réponses que nous avons données aux questions vous ont rassuré, vous ont éclairé sur ce qu'est une école de commerce, une école de management, un bachelor, et plus précisément celui d'Audencia Bachelor in Management. Et je ne peux que vous inciter à rester en contact avec nous, à nous questionner, à interagir à la fois avec nous encadrants, mais aussi avec les étudiants, parce que une façon de se projeter dans nos établissements, c'est aussi de questionner les étudiants qui sont en cours de formation pour bien comprendre en quoi celle-ci participe à leur enrichissement personnel et leur permet effectivement d'éclairer les voies post-bachelor qui sont des voies de poursuite d'études ou encore des voies d'insertion professionnelle. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange de parents à parents. Audencia était avec nous pour parler de ses programmes Bachelor. Réalisation signée Maxime Ducloyer. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel oral avec une autre grande école.